Et qui n'en soit votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi, 19h21h, 18h20h, GMT. Le 30 octobre 2023, le chef de l'État, Paul Biya, a créé le comité de coordination des politiques nationales de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive. Placé sous l'autorité du ministre des Finances, le comité est composé de 25 autres membres issus de diverses administrations publiques. Une structure qui vient à point nommé de l'avis de nombre d'observateurs du landerneau sociopolitique camerounais. C'est désormais un secret de polichinelle. Le Cameroun fait face depuis bientôt une décennie à des crises, de véritables foyers de tension, diraient certaines personnes. Depuis 2014, les forces de défense et de sécurité sont en conflit avec les islamistes de Boko Haram dans la partie septentrionale du pays. Ce conflit a vu la prolifération en territoire camerounais d'armes, de nombreuses armes de guerre, comme ce fut le cas en 2013 à l'est du pays avec la présence d'étrangers venus de la République centrafricaine après le coup de force de Michel Dotodia. La situation est plus que préoccupante depuis octobre 2017 dans les deux régions nord-ouest et sud-ouest du pays. Depuis lors, des groupes armés sont en opposition avec les forces de défense et de sécurité. Utilisation d'armes de plus en plus sophistiquées par les groupes armés pour attaquer les forces de défense sont ainsi légion. Financement de la terreur depuis l'étranger, naissance d'une nouvelle classe d'hommes d'affaires à l'origine dont la richesse reste problématique. C'est pour lutter contre tout cela qu'est institué le comité. Conflit au nord-ouest et au sud-ouest et insécurité, autre conséquence du blanchiment de capitaux, c'est une interrogation, madame, monsieur, c'est le fait du jour. En parler, nous avons en plateau Yves Abama. Bonsoir Yves. Bonsoir, bonsoir Serge-Alain, bonsoir aux co-panélistes et merci de m'avoir convié en qualité de représentant du LDPC à cette table ronde une fois de plus. Je voudrais dire qu'en réalité, je suis toujours impressionné par la façon dont vous posez le contexte de l'émission parce que ça permet à chacun de rester cadré et de savoir de quoi on parle précisément. Donc une fois de plus, je suis heureux d'être là comme à chaque fois que je suis invité. Barrister, Dr. Barrister, welcome. Come on, Liban. Thank you so much, Sir. Good evening. Good evening. It's always a pleasure coming to talk with you and to edify the public on very pertinent issues as you've raised. It's always a pleasure being here, and I want to take this opportunity to greet all your televiewers who are so faithful in this program, and to my co-panelists that I'm lucky to have met them on several occasions. And I think that this evening we're going to elaborate on a subject matter which is very, very important. And that at the end of the day, it shouldn't just be we come and talk. At the end of the day, the state and the citizens should learn what should get something from what we've said to ameliorate our living conditions. Voilà. It's a pleasure. Thank you, Barrister. Parce que quand je vous ai d'abord envoyé la thématique, vous m'avez dit non, Dieu dit non. Voilà. Merci d'avoir accepté l'invitation. It's a pleasure. Emmanuel Kounia, bonsoir. Bonsoir Serge-Alain, bonsoir à tous mes co-panélistes ici présents, bonsoir également aux millions de militants, n'est-ce pas, du mouvement pour la renaissance du Cameroun, qui sont en train de préparer, qui sont en ordre de bataille dans les 10 régions du Cameroun, et en préparation, n'est-ce pas, à notre congrès qui va avoir lieu, notre convention qui va avoir lieu les 9 et 10 décembre au palais congrès de Yaoundé. C'est quoi, c'est la saison des congrès? Non, notre congrès a été prévu depuis très longtemps. On a d'ailleurs... Ce n'est pas congrès, hein, ce n'est pas la date d'ailleurs, hein, et nous devions le faire depuis, et puis le palais de congrès, on nous a dit qu'il était occupé, et nous a renvoyé à cette date alors que nous avions payé tout ce qu'il fallait, donc nous avions été obligés de reporter notre congrès. Donc voilà. Mais vous avez tenu en 2012 ou 2013? Tout à fait, tout à fait. 2018, je crois, vous avez tenu. Oui, avant les élections. Est-ce qu'il y avait un Non, je ne dis pas qu'il y avait. On nous a dit qu'il y avait un autre événement international, d'ailleurs, qui devait avoir lieu à cette date-là, et qu'on devait repousser la date. On a repoussé la date. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a pas de problème. Donc le MRC va se retrouver au palais des congrès. Nous avons payé tout ce qu'on nous a demandé. C'est vrai que nous avons payé, on nous a facturé ça deux fois plus qu'il n'en fallait, mais nous
avons quand même payé parce que nous voulions. On vous a facturé 2 fois. On n'en sait rien Parce que c'est le MS. Nous avons payé, nous avons même comme on a facturé 2 fois, vous avez payé parce que nous pensons que ce congrès va nous permettre, n'est-ce pas, d'entrer dans l'année 2014 qui est une année électorale. C'est une année électorale déjà. 2024, puisque en fin 2024, début 2025, on est déjà dans l'année électorale. Donc ça fait 12 mois où nous pensons que le parti va ressortir. Nous préparons toutes les élections. Vous pouvez dire si vous voulez. De toute façon, nous n'avons rien à demander à personne. Nous avons nos stratégies et quand nous les mettons en œuvre, nous ne pouvons pas savoir si des gens gazouillent à côté. Ok, merci. Dr Lucien Somba, bonsoir. Bonsoir Serge Anotou, bonsoir à tous vos nombreux téléspectateurs. C'est toujours un plaisir d'être convié à des sujets aussi intéressants. Je voudrais saluer Suzanne André, les autres companélistes avec lesquels certainement nous allons éclairer la lanterne des nombreux téléspectateurs qui nous regardent. Voilà, Dr Lucien Somba, le président dit blanchiment. On utilise des termes forts, hein, blanchiment. Un comité pour lutter contre le blanchiment des capitaux, financement du terrorisme et prolifération. Comme je l'ai dit, depuis, parce que Boko Haram, c'est depuis 2014, et ils n'ont pas dit leur dernier mot. Hein. De temps en temps, heureusement que les FDS sont là pour veiller au grain. Voilà, je salue le chef Somba, c'est comme ça que je l'appelle, il a Mora, voilà, la force de défense et de sécurité. Ils sont là, ils veillent au grain. Boko Haram, de temps en temps, quand vous êtes un peu distrait là, petite excursion, mais les FDS sont là dans la partie septentrionale du Cameroun. J'ai parlé du cas de l'Est, à la suite du coup d'État de mars 2013. On a eu beaucoup de Centrafricains qui sont rentrés en territoire camerounais, forcément, ils étaient armés. Et depuis 2017, pour toujours le dire, le conflit armé commence en 2017. Dans le nord-ouest et le sud-ouest, et c'est en train de monter crescendo. Hein, lorsqu'on voit comment ça se passe là-bas, parfois les engins des FDS qui sont attaqués, on comprend que ce n'est plus un jeu d'enfant. Ça, j'en tout, il faut commencer par là. Vous savez, cela fait exactement 7 ans que la crise zoonoso sévit. Nous avons déjà suffisamment perdu, non seulement en termes des ressources humaines, des ressources infrastructurelles, on va plus compter autre chose. Donc, il est temps justement de se questionner et surtout de mettre le doigt sur une question aussi sensible que celle des, si vous voulez, de la manipulation des capitaux. Ouais. Alors, quand vous voyez le président là, réagir, vous vous rappelez que lors d'une de ses adresses à la nation, il avait interpellé même les organisations internationales pour ceux qui finançaient les activités terroristes. Il leur a demandé justement d'arrêter tout cela parce que la paix dans un État est la chose la plus subliminale. Alors, pour que les gens comprennent mieux le sujet que vous avez placé en débat, conflit aux nos insécurité, autre conséquence du blanchiment des capitaux, il faut commencer par peut-être éclairer la lanterne sur les éléments conceptuels qui entourent ce sujet. Vous avez le blanchiment, c'est-à-dire que si vous voulez aller très simplement, c'est l'action de blanchir, c'est-à-dire que un peu, si vous voulez, on blanchit quelque chose dans un fond de noir. Voilà. Parce que dans la logique du blanchiment, il y a l'intention de frauder. Parce que vous savez, il faut partir de là que le blanchiment des capitaux est d'abord une infraction pénale. Et vous savez, quand on parle d'infraction pénale, je pense sur le contrôle de maître qui est là, on réunit 3 éléments. C'est-à-dire l'élément moral qui est l'intention de défrauder. Vous avez l'élément matériel qui traduit la réalité du fait à lui-même. Et vous avez l'élément légal. C'est-à-dire qu'on torpille la loi pour en réalité tirer un certain nombre de bénéfices. Donc, dans le blanchiment des capitaux, on recherche une action légale, mais en visant des intérêts particuliers qui peuvent être des enrichissements illicites et qui permettent maintenant, à partir de ce point-là, de mettre à l'endroit justement des activités terroristes ou criminelles un certain nombre de ressources financières pour leur permettre justement de garder la main. Et c'est la raison pour laquelle le blanchiment des capitaux se structure autour de 3 étapes. C'est-à-dire la première étape, c'est de placer les fonds dans le système financier. Ouais. La deuxième étape, justement, c'est la phase d'intégration, c'est-à-dire que occulter les sources des revenus, c'est-à-dire qu'il ne faudrait pas qu'on sache d'où vient effectivement l'argent. L'origine des fonds. Et l'origine des fonds doit être occultée. Mais les banques, je vais voir avec... Et la troisième raison, justement, réside sur le fait qu'il faut investir cet argent-là de manière légale, mais au fond,
on vise quelque chose justement d'illicite. C'est la raison pour laquelle, vous voyez, on parle de blanchiment d'argent et de capitaux. Alors, quand vous regardez donc ce qui se passe aujourd'hui, vous observez autant que moi que le fait pour la crise au Nozo de perdurer jusqu'à ce moment, vous voyez, on parle quand même d'une crise qui dure depuis 7 ans. Vous pouvez donc vous imaginer qu'il y a une alimentation en termes de ressources financières qui permettent donc justement d'appuyer les activités criminelles. Et c'est à partir de là que, vous voyez, quand le président de la République met en place un tel comité, j'aurais souhaité une commission parce qu'elle est plus puissante, parce que le comité est un peu plus réduit et en termes de pouvoir, il est plus réduit en termes de pouvoir qu'une commission. Donc ce que nous voulons dire tout simplement, c'est que la conséquence aujourd'hui du blanchiment d'argent dans les questions de sécurité, parce que vous savez que lorsqu'on évoque des questions de sécurité aujourd'hui, ce sont des questions qui emportent beaucoup d'argent de l'État, parce que l'État y met beaucoup d'argent pour assurer la prospérité et surtout le développement. Et à partir de là, on se rend compte que l'argent parfois qui est injecté pour une activité licite peut se transformer en activité illicite. Et ce qui fait de sorte que les gens en profitent donc pour créer ce qu'on peut considérer comme le trésor de guerre ou bien des enrichissements illicites ou sans cause. Et cela aboutit donc à ce que, une fois que cela n'est pas contrôlé par la coopération des services de renseignement financier, on peut donc aboutir à ces alimentations des activités terroristes. Voilà, Dr Barista, d'abord, l'arrivée de ce comité-là, comme tu dis, au nord-ouest et au sud-ouest, on voit, les images sont parfois effroyables. On attaque des convois, l'utilisation des armes. On se demande d'où est-ce que ça vient. Et à un moment, il y avait des sommes qui étaient promises à ceux-là qui s'attaquaient aux autorités compétentes là-bas. Aujourd'hui, ce comité vient un peu comme pour dire que bon voilà, on va siffler la fin de la récréation. Alain, même comme les banques ont commencé à jouer un rôle. No, the issue is, I have a problem with the definition of money laundering as stated by Doctor. He looks at it from clean money to do wrong thing with it. No, but money laundering is the opposite. It's taking money gotten from bad source to put into normal circulation. You see, and so that is first of all where we can appreciate that fact. Now, when you look at Anglophone crisis, I am hesitant to say that at the beginning there was money laundering. Why do I say so? Because there were many people who contributed money. When you contribute money, right, for a cause. For the guerre? Yes, for the war. Yes. Now, money is money you derived from illegal source, like when they start kidnapping and taking ransom, when they sell arms to get money, they do human trafficking to get money, and then try to bring back that black money, that bad money into the economy. That is where money laundering is. So, at the commencement of the Anglophone crisis, I am hesitant to say that there was money laundering. But subsequently in the crisis, I can affirm that it comes in because we've seen cases where people were kidnapped and gotten money. That is bad money. You see cases where guns, maybe they sell guns to people, that is bad money. Now, I want to have a different view rather of the president's intention, because money laundering is a transnational crime, and it is an international crime. You see, so it's not peculiar. It's not peculiar to Cameroon. Every country has the duty and obligation to fight against money laundering because of its consequences, the effect that this money can be used in those things that I've mentioned and create a lot of problems in the country. So I salute, therefore, the intention of the head of state to fight against that. But I think that the real people involved in money laundering is not even the ambassadorial fighters, but the ministers. Yes, but government officials who have in their possession money that they embezzle. Sir, the people who have embezzled who are in prison are ministers. Yes, so I'm talking, you understand, I'm not being political, I'm not being biased, I'm not, no, when you steal money,
when you steal money, right, that money is, you get it illegally. That is bad money. That's black money, dirty money. Now they have a problem how to inject this money back into the economy. Dans le circuit. You see, yes. How to inject this money back into the economy is where the government and international community are working hard to see that this kind of money should not be injected into the economy. So, at the initial stage of the Amazonian crisis, or the Amazonian crisis, one would think that those contributions they did initially to assist the soldiers, to the belligerents or whatever, does not fall within the context of money laundering. But as I said, subsequently, they have involved in money laundering for the fact that they started kidnapping and getting money, and then they try now to push that money back into the system. And that's why we say that instances that have accused some of these guys in the US that they have become so rich, you see that they have gotten a lot of money. When the crisis started, they were all they were miserable, they didn't have money, but now they drive big cars. Une nouvelle classe d'hommes d'affaires. Yeah, good. So I think, in all honesty, it is an international offense, and it is within the duties and obligations of every state to fight. It's a transnational crime to participate in that fight. So I think our country, the president, is actually doing the right thing. But still, we have a problem. We have a very serious problem in Cameroon, that of corruption. Because even the persons who are there, how clean are they? Because it takes a clean person. It takes a clean person to stop a dirty money to circulate. Are we okay? Donc vous êtes d'accord avec les membres du comité? No. Look, I am extremely hesitant when it comes to taking those ministers and those people. You take the same people who commit the offense to take care of it. That is the issue. Take, for example, if I stay and they say... Non, il n'y a que le ministre des Finances qui est le président. Non, mais les autres sont les représentants. Bien sûr, les représentants de quoi? Des administrations. Oui, voilà. C'est de ça que je parle. Oui. On ne peut pas... Et vous avez un représentant, hein? Oui. Mais il est seul. Il y a des notaires. Je sais, il y a des notaires. Mais quand vous regardez... Non, quand vous... Non, avocat doit être clean. Voilà. Vous comprenez? Doit être clean. Ouais. Et des avocats que je connais sont propres. Ouais, vous comprenez? Ouais. Donc ce que je dis, c'est quand tu prends le nombre de personnes qui sont dans ce comité-là, vous constatez avec moi 25. Que... Oui, vous constatez... Oui, et donc, à mon avis, des personnes qui sont soupçonnées ou ils sont, comment dirais-je, qui volent cet argent, qui fait malversation de l'argent, sont plutôt des gens de l'État. Vous comprenez? Soit ils sont à la douane, qui prend du bribe qu'on appelle, ou des ministres qui prennent des fonds de l'État. Ils ne savent pas quoi faire. C'est eux que je crois qu'on devait... ça les touche. Donc, à mon avis, j'aurais préféré que peut-être des personnes neutres, n'est-ce pas, soit là. Et je vais vous dire, je vais vous embarrasser, qu'on a été fait, n'est-ce pas, pour contrôler certaines situations. Mais je vais vous dire, il y a des corrompus au CONAC. Je sais de quoi je parle. Vous comprenez? Donc c'est un problème qui touche le Camerounais, que nous n'avons pas beaucoup de personnes qui sont honnêtes et qui peuvent faire à ce que ce blanchiment-là réduit. Donc voilà. Ok. Emmanuel Client, dans cette lutte contre le blanchiment, on sait quand même que ça devient de plus en plus compliqué, hein, par rapport à certains, quand vous allez à la banque, pour un certain montant transféré, on vous demande, quel que soit le moment, on demande toujours origine des fonds. Voilà. Oui, moi je crois que le comité devait être un comité de lutte contre le blanchiment d'argent, mais aussi de lutte contre de l'argent blanchissable, excusez-moi, de l'argent qu'on peut blanchir. C'est-à-dire parce que de l'argent mobilisé, parce qu'il y a des gens qui font une pension sur le trésor public. Ils mettent dans leur maison. Il faut lutter contre cela, parce que cet argent est susceptible d'être blanchi, parce qu'il ne peut pas sortir cet argent. Quand on a dit qu'il fallait changer les nouvelles coupures d'argent, on a donné un délai, mais ils seront roulés par terre. Vous voyez, on n'en parle presque plus. Parce que
Si on dit on change pour une nouvelle coupure et on fixe un délai, au terme de ce délai, si vous avez les anciennes coupures, ça devient du papier. Et c'est comme ça que... on a donné une date, non? Les dates sont connues. Oui, il faudrait qu'on... 2024, tu crois? Le président du Rwanda, après la guerre, s'est rendu compte que ceux qui avaient perdu la guerre étaient partis avec des sacs d'argent. Il a donné un délai très court. Il a demandé, il a mis des postes partout. Il a fait de nouvelles coupures. Il a demandé à tout le monde de venir changer l'argent. Je crois que c'était pas plus d'un mois. Les gens c'était dans les villages, dans les quartiers, on change. Mais est-ce que dans le monde de la finance, il n'y a pas un délai légal qu'entre peut-être 3, 4, 5 ans? Non, vous ne pouvez pas mettre 3, 4, 5 ans parce que quand c'est pour... la question. Oui, non, il n'y a pas un délai légal, c'est l'autorité qui met une politique pour résoudre un problème précis, qui fixe le délai. Et au Rwanda, en moins d'un mois, on a dit ok, c'est terminé. C'est terminé parce qu'il y avait des postes partout. Dans tous les arrondissements, dans tant tous pis les... pour ceux qui ne sont pas venus. Oui, on dit tout le monde venir, les gens, ça y est, on dit allez-y. Après, ils ont même fait une... Quand on s'est rendu compte que les rangs étaient très longs, on a prolongé jusqu'à ce que tout le monde disparaisse, qu'on ne voit plus personne. Mais il y avait des gens qui avaient encore des sacs. Il y a même des rebelles qui étaient partis avec des sacs d'argent. C'est devenu du papier là où ils étaient. On n'a plus connu cela. Et tout ça a permis à l'État de réinjecter de nouvelles coupures, n'est-ce pas, pour attraper la masse monétaire qu'il y avait. Donc, quand on parle de blanchiment d'argent, vous voyez, quand on a pris les otages là-bas, les otages pour la première fois à l'extrême nord, l'État a même négocié pour libérer les Français et a donné de l'argent. Voilà. Ça, c'est de l'argent mal acquis. Et cet argent-là, ceux qui ont eu cet argent, la tendance, c'est comment faire pour remettre cet argent dans le circuit économique. Ça, c'est le blanchiment. Et ça permet même d'acheter de nouvelles armes. Je crois. Bien sûr. C'est comme ça qu'ils ont commencé à l'extrême nord. Et quand vous voyez la crise anglophone arrive en 2016. Au moment où en 2014, nous avions déjà des graves problèmes à l'extrême nord. Oui, pourquoi? Parce que, et au moment où nous avions des graves problèmes à l'extrême nord, nous avons aussi des graves problèmes, n'est-ce pas, pour notre économie, parce que le pétrole ne se vendait plus. Parce que l'Iran a été revenu en 2014 sur la scène internationale, parce qu'on a levé les sanctions qu'il y avait contre l'Iran. L'Iran a inondé le marché de pétrole, les prix de pétrole ont baissé. Et au même moment, nous avions eu à l'extrême nord cette crise, ce qui fait que, parce que quand on dit même que les gens ont mal géré les programmes, c'est vrai qu'ils ont mal géré les programmes, mais ils ont eu un choc, un double choc en 2014, qui était tel que c'était difficile de continuer à conduire le programme normalement. Ils ont eu ce double choc, et ce double choc, ils ont pratiquement saoulé les doubles chocs. Ils n'ont pas pu contenir, parce qu'il fallait mettre les forces de sécurité et de défense au nord, mettre les moyens là-bas, les moyens qui n'étaient pas prévus. Et au même moment, il fallait conduire les projets structurants. Et au même moment, les prix du pétrole qu'ils attendaient, l'argent du pétrole qu'ils attendaient pour financer avait chuté. Donc c'était assez difficile. C'est à ce moment-là qu'on a plongé, et en 2016, nous étions obligés d'entrer au Fonds monétaire international parce qu'on était complètement désaxés. Et ils avaient commencé 27 projets. Ils avaient pris 27 projets, ils ont mis 11, ils ont démarré 11, ils ne pouvaient plus continuer. Et on s'est cassé la figure. Mais en réalité, c'est ces problèmes qui nous ont. Donc, le blanchiment d'argent est quelque chose de très important parce que la corruption permet de sortir du circuit économique une masse monétaire qui reste dans la périphérie du circuit économique. Et ce sont même les immeubles que vous voyez, les douaniers construits là, on dit à quelqu'un que le ciment est fini au chantier, il faut 1 million, il va chercher 1 million sous l'oreiller à la maison, il vient payer. On lui dit que les ouvriers doivent être payés aujourd'hui, il va chercher 3 millions à la maison, il vient payer. Il ne passe jamais à la banque, il vous construit 4 niveaux. Normalement, ce comité doit se déporter à ces endroits pour demander à ces gens, mais comment ça se passe? Vous avez eu quel financement? Lorsque vous regardez donc, Emmanuel, lorsque vous regardez ce comité, ça n'a rien à voir avec ce que vous décrivez. On pense beaucoup plus à aux nozo et tout ça. C'est l'impression que vous avez... ils sont hors sujet. Parce que ces gens-là, justement, c'est eux-mêmes qu'il faut contrôler. Bien sûr. C'est eux qui ont l'argent à blanchir. C'est ça le véritable problème. C'est eux qui ont l'argent à blanchir. Parce qu'ils ont, là chez eux, ils construisent des immeubles sans passer par la banque. Et personne ne sait d'où ils prennent cet argent. Et il faut bien qu'ils nous disent d'où ils prennent cet argent. Parce que dans le cas du nozo, c'est des ressortissants du nord-ouest, sud-ouest, qui contribuent l'argent, et parfois même c'est de l'argent gagné normalement, et ils contribuent parce qu'on leur a dit que c'est de la lutte pour l'autodétermination. Et ils contribuent parce qu'ils veulent, ils peinent même à contribuer parce que parfois c'est même leur argent. Mais il y a d'autres gens, on nous a dit, qui sont allés proposer le pétrole du nord-ouest sud-ouest à des grandes multinationales, qui leur ont versé beaucoup d'argent, qui leur permettent d'acheter des armes. Ça, c'est ce qu'on a dit, parce que je ne peux pas dire que j'ai vérifié quoi que ce soit, mais c'est le discours officiel qui circule, et que ces gens-là arrivent à passer cet argent dans le nord-ouest sud-ouest. C'est une forme de blanchiment de l'argent mal
Parce que quand vous allez vendre quelque chose que vous n'avez pas, et vous vendez une promesse, vous dites, bon, on va avoir notre pays, on sera indépendant, et puis vous allez exploiter. Et celui qui achète... Celui qui achète, il achète parce qu'il a l'habitude de faire ce genre de choses. Et puis, quand il achète déjà, il vous soutient jusqu'au bout. Parce que si ça s'arrête, lui perd son argent. Donc, tout cela doit être... Et puis ceux qui, par ce canal-là, font venir cet argent ici, doivent être également traqués. Mais il faut que le blanchiment, si on veut faire le blanchiment d'argent pour sauver notre économie, il faut le faire profondément parce que nous souffrons énormément de cela. Et la source de l'argent à blanchir, c'est la corruption. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut traquer même l'argent qui est de nature à être blanchi. J'ai dit de l'argent blanchissable, je ne sais pas si le mot est français, mais de l'argent qu'on peut blanchir. Il faut traquer cet argent-là. Et en ce moment-là, ce comité aura sa raison d'être. Mais l'ennui, c'est que, quand vous regardez ce comité, parce que vous avez parlé des professions libérales, quand vous voyez les notaires, mais les notaires ont plein d'argent à blanchir. Les experts comptables. Oui, ils ont. Puisque, un représentant. Oui, attendez, puisque il y a des cautions que les gens déposent là-bas. Oui. Et c'est de l'argent qu'on devait mettre dans la caisse de dépôt et consignation. Mais chez nous, comme la caisse de dépôt et consignation n'a pas fonctionné pendant longtemps, ces fonds-là, les notaires regardent ça par devant eux, ils ne devaient pas avoir ça chez eux. Quand vous voyez les consignations dans les tribunaux, ça devait aller dans la caisse de dépôt et consignation. Un greffier dans un tribunal est plus puissant, je pense, est plus puissant que tous les magistrats. Oui, le vendredi, les magistrats viennent prêter 10 000 pour payer le transport, pour aller, ils n'ont rien. Mais les greffiers sont les rois. Parce qu'ils ont la caisse, ils ont l'argent des consignations, l'argent de tout l'argent qu'on dépose dans les tribunaux, ils encaissent. La majorité de ces fonds devaient être versés dans la caisse de dépôt et consignation. Tout cela, ce comité, donc, doit s'asseoir. Et je ne suis pas sûr que ce comité a eu, n'est-ce pas, la feuille de route qui leur permet de faire le travail que ce type d'organisme doit faire. Donc, il faudrait que, non pas seulement vous nous présentiez le comité, qu'à une autre occasion, vous nous dites quelles sont les prérogatives, les responsabilités qu'on a données à ce comité, et qu'on comprenne que le Cameroun souffre de cette situation. Parce qu'un pays qui a autant de coûts, parce que vous ne pouvez pas, à vrai dire, quand Mme Christine Lagarde est venue ici en 2016, elle a commencé à critiquer la réalisation des projets structurants. Ce qu'elle a dit, c'est que vous avez commencé plusieurs projets à la fois. Vous aviez des moyens. Quand on regardait les prévisions, c'était possible. Parce qu'on avait le coût de pétrole, on avait également les recettes qu'on attendait. Et puis, on s'est dit que si tout restait égal par ailleurs, on pourra lancer 11 projets structurants. Mais ces deux chocs, choc sécuritaire inattendu, choc pétrolier inattendu, sont arrivés. Et comme c'était des problèmes de survie, l'État était obligé de transporter tout l'argent. Bon, maintenant, il fallait continuer les projets. Et ce qu'elle a dit donc, pour chuter, ce qu'elle a dit, c'est il faut hiérarchiser les projets en fonction de leur capacité à tirer les autres projets. Comme disait quelqu'un, si vous voulez faire une plantation, vous avez l'argent, vous voulez créer une plantation et construire un immeuble. Si vous avez un contrat que les brasseries vous ont dit, nous voulons que vous nous livriez 50 000 tonnes de maïs par an, c'est le champ qu'il faut commencer. Si le contrat est signé. Parce que dès que le maïs va pousser, vous allez vendre. Et avec le résultat du maïs, vous pouvez construire l'immeuble. Si vous commencez par l'immeuble, peut-être qu'au grand de finir l'immeuble, vous n'aurez plus d'argent, vous aurez des problèmes et vous ne pourrez plus avoir les champs. Peut-être que vous n'avez même pas terminé à achever l'immeuble. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, les projets n'ont pas été bien agencés de manière à ce que les uns transportent les autres, parce qu'on appelle ça la programmation en économie. Et quand vous ratez la programmation, vous programmez votre échec. Vous échouez la programmation, comme dit, vous programmez votre échec. Et c'est ce qui nous est arrivé. Donc, ça, c'est un comité qui peut servir à quelque chose. Mais j'ai peur. Parce que peut-être M. Biya et ses amis ont entendu que ce genre de choses existent quelque part. Ils ont créé ça. Sans dire clairement à quoi ça doit servir. Parce qu'il faut qu'on nous détaille les tâches que ces gens doivent pouvoir exécuter. Et que nous on suive derrière pour décrire tous les jours, oui, dans le décret, pour décrire tous les jours leur travail. Voilà, Yves Amama, vous également, vous avez parcouru ce décret. À un moment, on a plus l'impression que c'est pour les zones en conflit. Mais sur le plateau, les gens pensent qu'il y a un autre problème, hein, le blanchiment. Oui, on devait le chercher ailleurs que où les caméras, les lumières semblent être braquées, les projecteurs. Oui, modestement, je voudrais dire que les gens ont tort de penser ainsi. Pourquoi? Parce qu'on aurait dû se poser la question de l'origine même de ce décret. Il n'est pas tombé de nulle part. Je profite pour rappeler qu'en 2016,
il y a eu un règlement de la CEMAP, et le doyen Kounié peut en parler mieux que moi, qui a constaté que, en réalité, le Cameroun était l'un de ces pays dangereusement exposés au blanchiment et liés au financement du terrorisme. Vous allez remarquer qu'à chaque fois, même au niveau de l'international, on dit toujours blanchiment et financement des activités terroristes. Donc, il y a une liste. Et cette liste a été faite par le groupe d'action financière. C'est une organisation sous-régionale de la CEMAP. Là encore, le grand frère Kounié peut mieux exposer là-dessus, qui nous disent que, bon, voilà, le Cameroun, il est parmi ces pays à risque. Il faut faire quelque chose. Et ils sont même allés jusqu'à dire, et c'est pour ça que j'ai noté tout à l'heure, quand le grand frère Kounié parlait, il dit qu'on a seulement parlé du financement du terrorisme, on n'a pas pensé à la corruption. Non, il faut aller voir le message que ce groupe envoie au Cameroun, je pense que c'était en 2022. Ils attirent l'attention de l'État du Cameroun pour dire, attention, le Cameroun est exposé, il faut faire quelque chose, et c'est ce quelque chose que le président de la République a fait. Et je rappelle qu'en matière de criminalité financière, on a un certain nombre de dispositions légales au Cameroun. On a la loi de 2003, d'abord contre le secret bancaire. On a la création de la NIF. Et quand je dis contre le secret bancaire, c'est contre vis-à-vis de certaines institutions comme la NIF. Parce qu'il est hors de question que la NIF se présente dans ces investigations et que les banquiers lui disent « Ah, le secret bancaire ». Cette loi a été mise en place. Donc, les mesures comme celle-là ne sont pas prises, comme on dit, peut-être juste pour, je ne sais trop quoi, comme le grand frère Kounié vient de dire, elles sont prises pour rassurer nos partenaires internationaux, pour leur dire qu'en réalité, le terrorisme est une affaire transfrontalière, c'est une affaire mondiale. Vous avez dit que notre pays court le risque de ci ou ça, et nous prenons des dispositions en interne pour essayer d'enrayer la situation. Voyez. Donc voilà le cadre qui voit naître ce décret, ce groupe que le président de la République a mis en place. Et je voudrais continuer en disant que sur le plan interne, maintenant, quand on parle de blanchiment d'argent, je vous assure, ça fait plus mal à la petite économie que peut-être le grand banditisme dont on parle. Quelqu'un vous a dit tout à l'heure qu'on demande de payer. Vous avez des employés qui sont dans un chantier, il faut payer 3 millions, on va chercher de l'argent à la maison. Moi, je vais même donner d'autres exemples. Vous avez des gens ici qui ont des boîtes de nuit. Si vous observez bien, vous allez vous rendre compte qu'en réalité, les recettes là-bas, ça ne donne pas grand-chose. Ouais. Mais ces boîtes de nuit sont juste là comme des paravents. Ouais. Si vous lui posez la question, votre argent vient d'où? Il va dire que non, je suis propriétaire de ci, je suis propriétaire de ça, et ainsi de suite. Voilà ce qui fait que j'ai l'argent. Et quand il va faire les casinos, quand ils vont faire des versements là-bas, et ces gens-là font des gros versements là-bas, quand il va faire des versements, on dit origine de fonds, il va vous dire non, les casinos. Je ne sais pas si, au niveau de l'investigation financière dans ces banques, il leur est souvent demandé de produire une certaine fiche de leur recette. Je n'ai pas le sentiment parce que quelquefois il m'arrive d'être à côté, de tomber sur un de ces gros porteurs quand il vient faire le versement à la banque, il remplit le même ticket que moi, il verse et puis il repart. Donc à un moment, le travail, on peut dire qu'il est bref, il y a encore des choses à faire. Mais pour ce groupe qui a été créé, sincèrement, c'est une bonne chose. Et c'est d'autant plus que le Cameroun était déjà sous orbite au niveau de la scène internationale. Parce que, toujours au niveau de la CEMAP, on nous a rappelé que tous les pays qui sont sur la liste et qui courent ce risque-là, s'ils ne font rien, on pourrait les noter de façon bizarre, de façon à ce que l'international, les banques à l'international ne leur fassent plus confiance. Vous voyez? Donc ce décret que le président de la République prend, en réalité, c'est pour sauvegarder un peu. Voilà, la mise en place de ce comité vient un peu sauver la face du Cameroun d'une certaine menace. Comme pour dire à nos partenaires que, contrairement à ce qui se dit, nous avons fait quelque chose et ce quelque chose va dans le sens de rassurer. Parce qu'il faut sauvegarder aussi bien les relations économiques internes que les relations économiques externes. Dr. Barita, you have something to add? Yes, I just wish to... My co-panelist just said that he focused more on money laundering and terrorism. Terrorism is just one aspect, right, that can be financed by money laundering. Yes. Yes, there are so many other things, as he said. If we want to do money, if we want to carry on investigations, as he rightly said, go and see the big buildings built by tax inspectors. You quantify that building and look at the salary. There will be a question: where is the origin of this money? C'est le blanchiment. C'est le blanchiment. You understand? So I don't want us to limit money laundering to the sponsor of terrorism.
There are so many other things that happen in this. And people go to build houses. People go to do terrible things with money that with bad money. Then he equally made a statement which I'm not very comfortable. Lorsque vous dites que on a créé ce comité pour sauver l'image du Cameroun. Non, je ne suis pas à l'aise. Non, pour rassurer nos partenaires. Ce n'est même pas pour rassurer nos partenaires. Si. Non, bon, non, à mon avis, c'est quelque chose qui était nécessaire de le faire. Oui. On ne fait pas parce qu'on veut rassurer des partenaires, non. Dans toute société normale, on contrôle ces gens de fonds-là. Et quand on contrôle, ça permet à ce que ces gens-là, avant de prendre l'argent, avant de soutenir l'argent, ils savent qu'ils auront problème à injecter ces fonds dans le circuit. Donc je crois que normalement, c'était ce qu'il fallait faire pour notre pays. Oui, mais je suis d'accord avec vous. Sauf que je voudrais ajouter une chose. C'est-à-dire qu'on avait déjà un certain nombre d'instruments en interne pour faire le travail que vous êtes en train de faire. La NIF, la CONAC que les gens n'aiment pas et un certain nombre de structures. Mais je dis que pour les partenaires, ce n'était pas assez suffisant compte tenu du risque auquel le Cameroun était exposé. Donc il fallait que le Cameroun, en plus des structures existantes, pose une autre plus opérationnelle et plus fédérative. Vous voyez? Pardon. Il y a un problème. C'est-à-dire que ces fonds que les gens sortent du circuit économique et mettent dans la périphérie du circuit économique, ces gens essaient même de les exporter. Et quand ils cherchent à exporter ces fonds, ils exportent nos devises. Et c'est pour cela que vous n'arrivez plus à envoyer facilement l'argent à l'étranger. Parce que si on rend fluide, tous les juifs seront à MoneyGram ou à Western Union en train de transformer ces fonds qu'ils ont pris, les CFA, qu'ils ont pris par la corruption. Ils vont envoyer tout ça à l'étranger. Et ce qui va à l'étranger, ce n'est pas... Et un rapport a même été fait. Oui, ils disent qu'entre 2013 et 2016, au niveau du change manuel, le Cameroun a changé près de 2000 milliards. C'est-à-dire qu'en espèces, les Camerounais... Voilà. Alors, quand vous faites sortir vos devises de cette manière, encore que nos devises sont à terre, parce qu'on est en train de parler de la crise du Nozo. Le nord-ouest et le sud-ouest représentaient seulement 10% de l'économie du Cameroun, mais représentaient 45% de nos devises. C'est-à-dire que la majorité de nos devises venaient des produits d'exportation, qui venaient de 15% de notre économie, mais représentaient 45% de nos devises. Cette guerre a fait qu'il y a un tarissement. L'argent est là, nous vivons et tout ça, mais quand il faut acheter à l'étranger, ça devient très compliqué. Parce que, et puis la CEMAC, les devises de la CEMAC étaient supportées majoritairement par le Cameroun, qui est le moteur de l'économie de la CEMAC. Donc, toute cette corruption et tout cet argent qui circule dans la périphérie de l'économie pose énormément de problèmes. Et d'où cette commission, mais je crois qu'il faut réorienter ça. Il ne faut pas que ça soit pour la crise sécuritaire seulement. Parce que quand vous n'arrivez pas à dire aux gens de déclarer leurs biens seulement, c'est-à-dire qu'on nomme quelqu'un, il ne doit pas déclarer ses biens, c'est un problème. Vous ne pouvez pas faire ce que vous faites là, parce que tous ces gens-là qui doivent prendre fonction doivent d'abord déclarer leurs biens. Pour qu'on sache qu'ils ne sont pas concernés par cette affaire. Ouais. Autrement dit, c'est du folklore. Voilà, Dr Luzon Essoba, on s'est beaucoup appesanti sur le blanchiment des capitaux, mais il y a également la prolifération des armes. Depuis qu'on a pris cette loi foyer de tension, le septentrion, l'Est, le Nord-Ouest et le Sud-Ouest, comme je l'ai dit dans mon propos introductif, de plus en plus on voit sur les théâtres d'opération des armes qui font fraude. Oui. C'est ça qui est effroyable dans ce que nous vivons. Parce que vous ne pouvez pas vous imaginer que des individus, c'est-à-dire autres que l'État, ont à leur possession des armes d'une extrême révolution. C'est-à-dire que vous comprenez à quel point des individus peuvent donc devenir extrêmement dangereux pour la vie d'une nation. Et cela s'explique parce que quand vous regardez les manipulations des fonds qui sont faites, c'est-à-dire que vous avez suivi un des Camerounais qui vit aux États-Unis qui indiquait que effectivement on leur tire à boulet rouge de ce qu'ils alimentent les ambassonnières des armes. Pourtant, ce ne sont pas eux parce qu'il y a certainement une source qui est cachée, qui est autre que celle qui vient des États-Unis. Vous voyez donc que des gens ont pu se justifier. Et c'est pourquoi je suis revenu tout à l'heure sur le discours du chef de l'État qui demandait justement qu'aux organisations internationales, par exemple, qui alimenteraient ces groupes
justement d'arrêter de le faire. Parce que quand on voit ces gens-là, la conséquence immédiate, c'est quoi? On a pris l'axe sécuritaire. On comprend tout de suite que, à partir du fait qu'on alimente des individus avec des armes révolutionnaires, cela peut leur permettre de renverser l'État, de mettre l'État au sol ou de renvoyer l'État ailleurs, comme le disait un des grands maîtres de la science politique. Donc, on constate tout simplement que ces gens-là, le blanchiment des capitaux permet justement de prendre parfois aussi de l'argent propre pour résoudre un problème illégal. Parce que quand vous prenez de l'argent pour payer des terroristes qui ont pris, embastillement un certain nombre de personnes qui ont droit à la liberté d'aller et venir, mais qui subissent une arrestation de ce genre en contrepartie d'un argent, effectivement, qui vient de l'État ou qui vient du système financier, mais qui vient pour une cause illicite. C'est en cela que vous avez vu, le législateur lui-même a fait du blanchiment des capitaux une infraction pénale. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, c'est de prendre du blanc, essayer de saupoudrer sur du noir. C'est-à-dire que justement, parce que quand on dit blanchir, ça veut dire qu'il y a une action de noir où on veut venir mettre le blanc. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, il faut d'abord déjà faire évacuer la source de l'origine. Il faut aussi mettre de côté tous les éléments qui peuvent être susceptibles de rapporter la vérité, qui peuvent être susceptibles de rapporter les preuves. Parce que vous savez que la manifestation de ce blanchiment des capitaux vise justement à faire cacher sous l'ombre tous ceux qui manipulent ces techniques-là. Et ce genre-là, je reviens justement à ce que disait le grand frère Emmanuel Kouné tout à l'heure. Vous voyez aujourd'hui l'article 66 de notre Constitution. La déclaration des biens à avoir, qui est le baromètre, à mon sens, de la lutte contre la corruption. Regardez, depuis, on dit il manque un décret d'application. Parce que si on avait ce texte qui était réellement applicable, que dès qu'on vous nomme à un poste de responsabilité ou à un poste où vous manipulez les crédits ou le budget de l'État, on sait que si vous avez fait 5 ans, on est capable, avec les fins lignées de la comptabilité, de savoir que, effectivement, en 5 ans, voilà votre salaire, et en 5 ans, vous pouvez faire tel investissement, mais on se rend bien compte que cela n'étant pas fait, et Emmanuel connaît le tout à l'heure, vous voyez des immeubles qui poussent un peu comme des champignons. Donc, le blanchiment des capitaux aujourd'hui, moi je pense que la sortie du chef d'État à travers ce décret, à mon sens, c'est de chercher justement à lutter contre cela, et à lutter contre le fait que les gens s'enrichissent, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, illicitement. C'est-à-dire que même si vous voulez un enrichissement sans cause, parce que quand vous voyez quelqu'un qui sort 10 milliards je ne sais pas, sous son lit, ou je ne sais pas, du grenier, pour venir régler directement un problème concret, ça veut dire qu'il y a certainement un système qui ne marche pas en termes de contrôle de ces activités-là. Donc, nous pensons que le décret mettant en place ce comité tombe à bon point, à brûle pour point, mais espérons tout simplement, je peux aussi être d'accord comme les autres, que les personnalités qui ont été choisies sont généralement aussi celles qui sont largement impliquées dans ces choses-là. Ils ne sont pas encore choisis. Hein. On dit juste que la seule personnalité connue jusqu'à le présent, ministre des Finances. Le ministre Moutazi. Bien sûr. Donc les administrations sont déjà indiquées. Voilà, les administrations ont envoyé des représentants. Voilà. Les administrations sont déjà Le président seul est connu, le ministre Moutazi des Finances. Voilà, Yves Abama, ce décret pour vous, comme on dit très souvent, une bonne intention, mais est-ce que ce sera chose aisée pour... Oui, ces gens-là... Le but peut être atteint. Oui, ces gens-là, c'est une bonne intention, mais c'est vrai, je dirais, c'est le prolongement des directives de la CEMAC. C'est le prolongement. Et dans ces directives de la CEMAC, on a défini clairement ce que c'est que le blanchiment d'argent. Et c'est là où je suis d'accord avec le docteur et les deux docteurs, parce que c'est aussi un docteur. Je suis d'accord que le problème, c'est d'où vient l'argent. D'accord? D'où vient-il? Où va-t-il? À quoi il sert? C'est-à-dire qu'il y a un flux financier important. Il faut qu'on essaie de le maîtriser, qu'on sache où est-ce qu'il va. Et à ce moment-là... Est-ce que ça a apporté des pluies? Non, ça va. Les fruits de fond. Vous savez, ces gens-là... Depuis que les banques insistent... Ces gens-là, on ne peut pas... au stade où nous sommes, on ne peut pas savoir si... les fruits ont été là ou pas. On ne peut pas le savoir parce que malheureusement, jusqu'ici,
un certain nombre de choses continuent à se faire. Je vous ai pris l'exemple que ce groupe d'action financière lui-même constate. Il vous dit que de telle période à telle période, au niveau du change manuel, parce que normalement, l'argent ne devait pas circuler comme ça. On a eu près de 2000 milliards. En fait, c'est une action futuriste. On constate que la zone de l'Afrique centrale est fortement exposée aux actions terroristes. Et on pense à la question du financement de ces actions terroristes. La CEMAC prend le taureau par les cornes. Maintenant, en interne, je vous assure que je ne sais pas, je ne connais pas le travail de la NIF, mais je suis certain que quand on parle d'origine des fonds, la NIF n'a pas un plafond de verre. Ça peut aller dans tous les sens. Il faut investir, il faut savoir d'où vient l'argent. Si maintenant, dans l'opérationnalisation, les gens veulent se limiter au financement du terrorisme, ce sera un choix, mais un choix très parcellaire et un mauvais choix. Dans l'action, les gens peuvent essayer d'élargir les horizons, de sorte qu'on puisse, par une seule occasion, résoudre beaucoup de problèmes. La question du détournement des fonds, je vous ai encore dit, dans cette interpellation du groupe d'action financière, il est précisé que dans ces pays, le risque de détournement de fonds publics est élevé. Vous voyez, et comme le risque de détournement de fonds publics est élevé et qu'il vient trouver un autre risque lié à la guerre, il faut faire quelque chose. Donc les membres de ce comité doivent comprendre qu'en réalité, ils ne sont pas simplement là pour répondre du problème, pour chercher l'origine des fonds. Dans le NOZO, c'est l'origine des fonds de manière générale, parce que c'est de manière générale qu'on arrive à paralyser l'économie avec un argent dont on ne maîtrise pas les sources. Voilà. C'est bien. Oui, c'est bien dit. C'est bien dit parce que moi c'est bien dit parce que vous me permettez. C'est bien dit parce que en réalité, moi je suis allé échanger un peu l'argent parce que je voulais envoyer l'argent à un enfant au Canada. Alors j'arrive, change manuel, $1 canadien, c'est 450 quelque chose de francs, mais ils vendent à 600 francs, c'est-à-dire 30%. Vous payez 30%. Et quand vous voyez ce montant que vous payez, c'est un mouvement financier hors circuit bancaire qui est énorme. Et ça se fait dans la rue, ici, au vu aussi de tout le monde, à l'aéroport, dans un pays organisé. Cela n'est pas possible. On ne peut pas laisser... Mais les entreprises de change ont beaucoup de conditionnalités, ont des conditions à remplir pour se mettre en place. Mais vous ne pouvez pas permettre... On a libéralisé, quoi. On a plus que libéralisé parce que c'est le marché noir. C'est le marché noir. Mais ce marché noir est ouvert. Et cela est dû à quoi? Cela est dû en ce que il y a une masse monétaire, comme j'ai dit, dont on a mis dans le circuit parallèle. Cette masse monétaire est généralement une ponction qu'on a fait sur le trésor public. Parce que les gens vont même avec des sambandjok prendre l'argent dans le trésor public pour l'amener dans les quartiers. Et ça se voit, c'est-à-dire que la finalité, le combat même contre ce type de problème, c'est de regarder les conséquences. Et on va remonter, c'est-à-dire qu'on doit commencer par la conclusion. Comme j'ai dit, quand on voit les immeubles, les machins, tout ce que les gens font, mais on leur pose quand même quelques questions. Et si on leur pose quelques questions, très rapidement, on va remonter. Mais comme on ne peut rien leur dire, puisque c'est même très grave, parce que le gouvernement même, vous avez vu la dernière loi sur les loyers, je parle sur le contrôle avocat, ils disent que si vous avez 3 mois de loyer impayé, 2 mois, c'est la filouterie, la loi, et c'est la peine de prison. Parce que c'est eux qui ont toutes les maisons. Voilà sur quoi ils pensent avoir pouvoir légiférer. Vous en avez, j'en ai, mais je ne sais pas. Ils pensent que c'est un crime. Ça vous profite, vous n'êtes pas le gouvernement. C'est un crime sans pareil au Cameroun de faire 2 mois de loyer impayé. Ils appellent ça filouterie de loyer. Et directement, si vous ne pouvez pas payer, c'est une peine de prison. Or, il y a des faits gravissimes que les gens, comme cette corruption, comme le type qui fait la pension sur le trésor public, qui conçu un niveau là, 1 milliard de francs, et on ne l'a jamais vu à la banque. Il n'est jamais allé à la banque demander 5 francs, on voit que l'immeuble qui monte, mais on doit quand même lui poser quelques questions. Ok. Dr. Barista? Yes, Alain, I think that the problem the government wants to resolve with such a degree could be resolved otherwise. Now, why do people pick up arms? Why do people buy arms? They buy arms because they are discontented. They are not happy in the society. To me, keep the people positively busy. Keep the people positively busy, and they will not have time to commit offenses. Even in the Bible, it's written, when you are saying, shaking your head, that is, even in the Bible, it is written, no, that's not, je n'ai pas dit fâché.
Vous comprenez? J'ai dit, non, je vais parler en français, je suis obligé de parler en français. J'ai dit que lorsqu'il y a mécontentement dans la société, fâché est différent. C'est la même chose, maître. Non, ce n'est pas la même chose. Je suis mécontent, mais je suis pas fâché. Parce que dans toutes les sociétés, il y a des mécontentements. Laissez-moi comprendre. J'ai dit que lorsque la population, n'est-ce pas, est mécontente, lorsque des personnes n'ont rien à faire, vous comprenez, ils s'occupent avec de mauvais esprits dans vous comprenez. Donc, pour régler ce genre de problème, nous avons des moyens suffisants dans ce pays. Regarde, nous avons de vastes terrains que des gens on peut ouvrir des champs. Pour ouvrir des champs, ça coûte quoi? Faire à ce que des gens peuvent avoir accès au terrain facilement. Tu veux voir que des gens vont aller cultiver. Ils n'auront pas cet esprit d'aller peut-être chercher à voler. Vous comprenez? Donc, avec cela, on peut régler le problème. Maintenant, il y a des autres organisations, comités, ANIF, CONAP, ils n'ont pas pu régler le problème. Alors que l'article 66, il est là, fais-le déclarer le bien. Hein? Ça va faire à ce que des gens seront prudents. Donc, pour moi, pour créer encore un autre comité, n'est-ce pas, c'est d'ajouter sous des autres qui n'ont pas marché. Donc, moi, je crois, on peut avoir une société meilleure. Si on écoute notre population, si on fait ce qu'on peut faire pour occuper des jeunes, ça va régler beaucoup de choses. Même dans la Bible, comme je dis, je sais que mon voisin lit beaucoup de Bible, c'est un bon chrétien. Même dans cette Bible, on dit que an idle mind is a workshop of the devil. Commencez à régler ces problèmes. Et vous allez constater qu'il n'y aura plus à faire des comités. Juste un mot, Serge. Moi, je pense que trop d'institutions tuent les institutions. Ouais. Parce qu'à mon sens, on aurait plutôt renforcé les pouvoirs de l'ANIF. Parce qu'on dit Agence nationale d'investigation financière. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Donc cela va créer ce que je pourrais appeler un conflit de compétences entre les différents. Non, oui, bien sûr. Si on prend les directives, c'est maintenant on regarde tout ce qui est fait par les différentes associations qui nous conseillent en matière financière. C'est au contraire, c'est la complémentarité. Merci. Permettez-moi, on va continuer après le journal. Dans un instant, dans le 20h, le plus attendu de la planète, c'est le 20h de Julien Berthe Bissaï. Et juste après, et qu'il en soit deuxième partie, le temps du débrief.